On a raconté sur cette jungle beaucoup d'histoires terrifiantes. Des explorateurs l'ont décrite comme un véritable enfer vert, peuplé de sanguinaires chasseurs de têtes. Aujourd'hui, ce territoire, même s'il est mieux connu, continue à susciter la crainte et la fascination. On ne vient jamais à Bornéo sans une certaine inquiétude. Lorsque l'on remonte les rivières, c'est splendide. L'envie de plonger au cœur de cette immense caverne de feuillage est irrésistible. Et puis, au plus profond de la forêt, on a l'étrange impression que l'homme n'a pas sa place ici. Et pourtant, la jungle est habitée. Des hommes y ont laissé leurs traces. Jusqu'à la fin du siècle dernier, les voyageurs rapportaient de Bornéo des témoignages étonnants, des récits devenus légendaires sur l'existence d'un être mi-homme, mi-bête, une sorte d'humanoïde à longue queue, anthropophage et féroce. Depuis cette époque lointaine, on sait désormais que des groupes humains parcourent depuis toujours la vaste forêt primaire. On les appelle les Punan. L'origine de ces hommes reste obscure. Pour certains scientifiques, les Punan seraient les plus anciens habitants de Bornéo. Pour d'autres, ils auraient fait partie de cette grande vague de migration en provenance de la Chine du Sud qui aurait colonisé l'île il y a plus de 3000 ans. Aujourd'hui, nous ne savons presque rien des Punan. Ils ne sont que quelques milliers à vivre en petites bandes éparses sur un territoire immense. Et chaque rencontre avec ces hommes discrets suscite davantage de questions que de réponses. En temps normal, Majat vit seul dans la jungle. Mais chaque année, en mars, le vieil homme retrouve les siens car la fin de la saison des pluies annonce pour le groupe le début de la récolte des nids d'hirondelles. Sur les flancs du mont Sadjao se cachent plusieurs grottes où nichent les hirondelles. Pour venir jusqu'ici, les enfants de Majat et leurs familles ont dû marcher pendant des heures. À l'entrée de la grotte, la petite troupe retrouve la hutte sur pilotis qu'elle a abandonnée il y a plusieurs mois. Quelques liens de rotin, des branchages et des feuilles de palmiers sauvages suffiront à la restaurer. Une fois l'abri terminé, les gestes se font plus lents. Les Punan se reposent et semblent méditer. Ils se contentent de ne rien faire, indifférents au temps qui passe.
Quelque part dans la jungle, d'autres familles n'ont pas eu le temps d'accrocher un toit à la falaise. Surpris par la pluie, ils dormiront à l'entrée de leur grotte, entretenant un grand feu pour se protéger du froid et de l'humidité. Aucun rite religieux ne rythme la vie des Punan. Aucun chaman ne communique avec les dieux, ni ne soigne les blessures. Seul un cri étouffé s'insinue parfois dans le silence, une plainte anxieuse, liant la solitude des hommes à leur univers protecteur, la forêt. La psalmodie raconte comment l'homme se sent si peu de choses face à cette citadelle végétale qui ne commence et ne finit nulle part. Elle raconte aussi la solitude et le dénuement des nomades. Pour survivre dans la jungle, les Punan ont dû inventer des techniques de chasse adaptées à leur milieu. Le gibier étant souvent de petite taille et haut perché dans la canopée, il a fallu concevoir une arme suffisamment puissante, précise et silencieuse, la sarbacane. Majat enduit l'extrémité de ses flèches d'un poison si puissant qu'il pourrait terrasser un homme. Manipuler cette pâte, à base de strychnine, demande beaucoup de précautions. Alors Majat s'écarte du groupe et des enfants. Même si la chasse n'a plus aucun secret pour lui, Saloun reste attentif aux moindres gestes de son père. Le jeune chasseur a appris que le feu solidifie le poison et que les cônes de palme fixés à la base des flèches les guideront jusqu'à leur cible. Majat et les siens quittent rarement le couvert de la forêt. Les Punan affirment que le soleil les rend malades, qu'il donne mal à la tête et brûle les yeux. Ils préfèrent à la lumière l'ombre protectrice de la jungle. Lorsqu'elle se déplace, la petite bande ne se sépare jamais des animaux qu'elle a adoptés. Dengon, la loutre, a été abandonnée dans un terrier aux abords d'un cours d'eau. Elle fut recueillie par Nawak, qui depuis la soigne, la nourrit et lui porte toute l'affection d'une mère. Le petit singe baptisé Kayan est un nouvel arrivant. Les chasseurs ont tué sa mère et ils ont adopté le petit orphelin. Satou, un autre macaque à longue queue, a vécu la même histoire. Désormais, il fait partie de la famille. Une fois recueillis, les cochons sauvages, les singes, les loutres et même les ours s'intègrent naturellement au groupe. Aucun mal ne leur sera fait. Pour les Punan, tuer un animal adopté reviendrait à manger l'un des leurs. Chaque matin, les nomades partent en quête de nourriture. Dans la forêt, ils peuvent collecter d'innombrables variétés de fruits, des feuilles, des fougères, des pousses de bambou et des tubercules. Mais à la cueillette collective,
Madjat préfère la solitude de la chasse. Les Pounanes sont d'infatigables marcheurs et la traque peut durer toute une journée. Leur aptitude à se mouvoir dans la jungle la plus dense sans faire le moindre bruit est légendaire d'un bout à l'autre de Bornéo. Le jeune cerf n'a rien vu, rien entendu, et lorsqu'il sent la présence de l'homme, il est déjà trop tard. Si le poison agit rapidement sur le gibier arboricole, il lui faut quelques dizaines de minutes pour paralyser un animal de grande taille. Alors Madjat ne doit pas perdre la trace du cerf blessé. Il lui faut poursuivre l'animal et au besoin, l'achever au moyen du fer de lance qui se trouve au bout de sa sarbacane. Contrairement à d'autres populations qui façonnent la terre en la cultivant, les Pounanes ne cherchent pas à dompter le milieu dans lequel ils vivent. Ils se contentent de prélever dans la jungle ce qui leur est nécessaire. Ce mode de vie leur a permis d'éviter les grandes famines et de survivre en toutes circonstances. Le savoir-faire du chasseur est tel que l'empaquetage de l'animal ne dure que quelques minutes. La viande du cerf est appréciée, mais Madjat aurait préféré transporter sur son dos un sanglier à barbe blanche pouvant peser plus de 100 kilos. Une telle charge n'aurait pas découragé le vieil homme. Mais aujourd'hui, Madjat sait qu'il pourra sans difficulté nourrir les siens. Demain, il n'y aura peut-être plus de viande, mais demain est un autre jour.
Les crânes des animaux chassés sont parfois exposés devant la hutte. Par ce geste, les hommes ne cherchent pas à s'attirer la bienveillance d'un esprit protecteur. Ce ne sont que de simples trophées, rappelant les jours d'abondance. La chaleur et l'humidité interdisent aux Punan de conserver la viande, même lorsqu'ils tentent de la boucaner. Alors chacun se gorge de nourriture lorsqu'elle est abondante et peut jeûner plusieurs jours si elle vient à manquer. La plupart des nomades vivant à Bornéo dépendent d'un palmier appelé sagoutier. Du tronc de cet arbre, ils extraient une fécule aussi riche que la pomme de terre, le sago. Mais ici, il n'y a pas de sagoutier. Par nécessité et parfois par plaisir, les Punan cherchent alors à se procurer d'autres aliments qu'ils ne trouvent pas dans la forêt. Pour quelques kilos de riz, du sel et d'autres produits, les Punan récoltent dans la jungle des résines, du bois d'encens, du camphre et du rotin qu'ils vendent ou échangent à des marchands côtiers. Vivant à Sadjao, Madjat et ses fils se sont spécialisés dans la cueillette des nids d'hirondelles, les sarang burung, l'or blanc des cavernes. C'est ici, au plus profond des cavernes, que nichent les hirondelles. Grâce à un système d'orientation semblable à celui des chauves-souris, ces oiseaux peuvent se diriger dans l'obscurité la plus totale. Ils construisent leur nid dans les hauteurs de la grotte, à l'abri des serpents et des rongeurs. L'habileté des Punan leur permet d'atteindre des cavités naturelles qui semblent pourtant hors de portée des hommes. Pour aller là où les oiseaux volent, Saloun doit s'assurer de la solidité du bambou sur lequel il va se hisser. Les bons cueilleurs de nids savent choisir et entretenir ces échelles de fortune. Leur vie en dépend. Avant de s'emparer d'un nid, le chasseur vérifie qu'il ne contient pas d'œufs. S'il est vide, cela signifie que la ponte n'a pas encore eu lieu ou que les oisillons sont déjà partis. Pour fabriquer les nids, les hirondelles régurgitent leur salive en une multitude de fils blancs entremêlés. En séchant, la salive durcit et forme une corbeille en demi-lune accrochée aux aspérités de la roche.
kaman bahet jarana manago korip kay mo bo kay ni dino tinurun kay lamak lang ini kedapa jadi dapat hutajo malakan jadi ikat mongo mana diniai. Madjat raconte que les nids sont précieux car ils lui permettent de se procurer du riz et le tabac qu'il préfère. Tout le reste est à portée de sa main. Ses enfants et lui connaissent la petite ville de Tanjung Seler, située à quelques jours de marche plus au nord. Madjat s'étonne toujours de voir que cet univers si différent n'attire pas ses fils. Ils ont choisi de vivre comme leurs ancêtres. Ils veulent encore chasser, se déplacer et dormir dans la forêt. Depuis 1500 ans, les nids d'hirondelles sont utilisés dans la pharmacopée traditionnelle chinoise. Ils sont aussi le principal ingrédient d'une soupe exclusivement réservée à de riches gourmets. Madjat n'a sûrement pas conscience de la réelle valeur de ce qu'il tient dans les mains. En les cédant à un négociant malais, les Punan obtiendront tout juste ce dont ils ont besoin. Mais lorsque les nids quitteront Bornéo, leur prix au kilo dépassera les 13 millions de roupies, soit plus de 15 000 francs. Avant la tombée de la nuit, Madjat descend dans la vallée pour relever un piège qu'il a posé il y a quelques jours. Mais l'animal capturé n'est pas celui qu'il attendait. Un petit ours à collier s'est laissé prendre au collet. Il est très amaigri et peut-être déjà mort. Abandonné par sa mère, l'ourson, trop faible ou malade, n'a aucune chance de survivre. Saloun fera ce qu'il pourra pour lui redonner vie. Mais quelques fruits ou du riz ne suffiront pas à remplacer le lait maternel. Dans la jungle, il est rare de pouvoir observer les ours, et plus encore de pouvoir les toucher, les caresser. Adultes, ils sont terriblement dangereux. Madjat n'a jamais tué d'ours. Il dit que leur viande est mauvaise, qu'elle provoque des maux de tête. Pour l'heure, l'ourson est une curiosité de plus, un petit être sans défense dont il faut s'occuper. Un matin, les Punan ont disparu. Ils se sont éclipsés comme autrefois, lorsqu'ils fuyaient les chasseurs de têtes. Jamais ils n'ont fait partie de ces tribus belliqueuses qui voyaient dans les crânes des ennemis un symbole de force et de fécondité. Mais aujourd'hui, ils doivent affronter un tout autre danger. Si les Punan ont su échapper pendant des siècles aux coupeurs de tête, ils ne résisteront sans doute pas à la destruction programmée de la forêt. Beaucoup de familles se sont déjà tournées vers une vie plus sédentaire. Madjat et les siens ont choisi de repartir dans la jungle, loin des chasseurs de bois, et de vivre en hommes libres.